Andernos-les-Bains, petite ville aux couleurs de sel et de lumière, se cache sur la rive nord du bassin d'Arcachon. Derrière ces aires tranquilles de station balnéaire se dessine une histoire dense, faite de voyages, de tempêtes, d'art et de mémoire. Ici, le temps ne se mesure pas seulement en marée, mais en siècles. Chaque jour, le bassin respire. La marée monte et se retire comme un cœur battant, dévoilant des bancs de sable et des miroirs d'eau où le ciel se reflète. Andernos s'est construit dans cet équilibre fragile entre la mer et la terre, entre l'histoire et l'imaginaire. Ce n'est pas seulement une destination de vacances. C'est une ville où chaque pierre, chaque cabane, chaque sentier garde en lui l'écho d'un passé vibrant. Et notre voyage débute là où tout a commencé, au port ostréicole. Le port ostréicole d'Andernos, avec ses cabanes en bois coloré, est bien plus qu'un décor. Il est l'héritage d'un savoir-faire qui a façonné le bassin d'Arcachon depuis le XIXe siècle. L'ostréiculture s'y est développée à partir de 1859, quand Napoléon III accorda les premières concessions pour remplacer la pêche à l'huître sauvage, menacée de disparition. Ici, les cabanes sont de véritables ateliers à ciel ouvert. Ils servent à trier, stocker, réparer. Le petit musée de l'huître, dans la cabane 68, raconte cette épopée avec des outils d'époque. De lourds râteaux, des galoches en bois, des casiers en osier tressé. Les cabanes de pêcheurs sont gérées sous un régime d'autorisation individuelle sur le domaine public, délivré et contrôlé par la mairie, encadré par une charte professionnelle avec une intégration par la gestion publique du syndicat. L'idée est d'exclure la privatisation ou la multiplication des points de vente et de dégustation. Ce mode de gestion vise à préserver l'équilibre entre une activité traditionnelle, la valorisation locale et le respect du domaine public. Les tempêtes d'hiver ont souvent tout emporté. Celle de 1924, particulièrement violente, ravagea presque toutes les installations du port. Mais les ostréiculteurs se relevèrent. Une anecdote circule encore. Dans les années 1950, un ostréiculteur local, passionné de peinture, avait créé un club artistique improvisé dans sa cabane. En échange de quelques huîtres, des peintres bordelais lui laissaient des esquisses ou des aquarelles. Certaines de ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans des galeries de la région. Andernos, moi je l'ai connu, c'était encore un petit port de pêche et d'ostréiculture. Moi, mon père était ostréiculteur et avant qu'il y ait le port, le bateau, il les mettait au bétail ou au pire sur la plage. Et alors chaque fois qu'il y avait une tempête, il fallait que tous les hommes se regroupaient, allaient retenir les bateaux pour les empêcher d'aller se brosser contre la jetée, qu'on appelait la passerelle. Nous, on n'appelait pas ça la jetée, on appelait la passerelle. Oui, c'était comme ça. Donc, quand il y a eu le port, c'était quand même une sécurité pour les bateaux. Il est mignon, le port, il ne détonne pas, je trouve. Il est mignon, les petites cabanes colorées, c'est joli. Bon, c'est un peu pagaille, mais je trouve que c'est bien quand même que ce soit un peu désordonné. Il ne faut pas que ce soit trop ordonné, non, pas trop clean. Un peu plus loin se cache la maison Louis-David. Cette villa fut conçue comme un lieu de réception, mais aussi de mémoire. Louis-Théodore David, sénateur et maire, voulait y réunir tout ce qui faisait l'histoire d'Andernos. Il y invita des artistes, des écrivains, des comédiens. Sarah Bernard y séjourna durant la guerre de 1914, fuyant Paris pour retrouver le calme du bassin. On raconte qu'elle aimait, le soir, réciter ses plus grands rôles sur le balcon de la villa, face au vent. Ma mère a connu Sarah Bernard, parce que là, sa maison était à la place de l'immeuble qui se trouve un peu plus loin, les vacances. Donc elle y allait un peu. Elle n'est pas restée tellement longtemps. Hein. Oui, c'est ça, le temps de se faire opérer. Mais bon, c'est notre héroïne, on n'a pas grand monde. Aujourd'hui, la maison est un musée. On y découvre des objets préhistoriques vieux de 800 000 ans, des monnaies romaines,
des fragments de mosaïques, mais aussi des portraits et des archives qui témoignent de l'histoire locale. Le musée Louis-David était originairement une villa construite entre 1895 et 1908 pour Louis-David lui-même, à titre privé. Il fut maire d'Andernos après le début de la construction de la villa, soit de 1900 à 1929, et a été également sénateur de la Gironde. Contrairement à ce que disent certaines légendes urbaines, la demeure n'a pas été léguée par Louis-David à la municipalité, mais bien rachetée par la municipalité en 1978. À partir de ce moment, la maison Louis-David devient un bien du domaine public communal, intégré donc au patrimoine municipal. C'est la commune qui en assure sa rénovation puis sa transformation en musée et espace d'exposition artistique. La maison Louis-David a ainsi intégré le domaine public avec affectation à un service public culturel local. L'édifice et le jardin sont aujourd'hui gérés directement par la commune. Dans le jardin, la tombe monumentale de Louis-David, sculptée en 1930 par Raymond de Lamare, ressemble à un mausolée antique. David voulait reposer ici, face à la jetée qu'il avait tant aimée. Mais l'histoire d'Andernos ne s'arrête pas au XIXe siècle. Elle plonge beaucoup plus loin. Au bord du bassin, près du parc, se trouvent les vestiges d'une villa gallo-romaine datant du IVe siècle. À l'époque, le bassin était une baie ouverte sur l'océan, et ce site, avec ses 2800 m² de superficie, était probablement un domaine de luxe. On y trouvait des thermes, des bassins d'eau chaude et froide, des sols décorés de mosaïques fines. La découverte de cette villa en 1903 fit sensation. L'archéologue Léon Joannet mit au jour une statue rare, un anguipède, un cavalier romain piétinant un serpent à tête humaine. Cette figure mythologique, très peu courante, symbolisait la victoire des dieux sur les forces du chaos. Certains disent que des mosaïques complètes dorment encore sous la vase du bassin, jamais explorées. Une légende locale raconte même que, partant de grandes marées basses, on entend résonner l'écho des pas des Romains qui ont vécu ici. Face au bassin d'Arcachon, l'église Saint-Éloi s'élève comme un témoin discret d'un passé riche et vibrant. Construite au XIe siècle sur les vestiges d'une villa gallo-romaine, elle sert de relais sur le chemin côtier de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'église Saint-Éloi, c'était du XIe siècle quand même, hein. Oui, elle a été rénovée aussi. Mais c'est vrai que c'est une église qui est touchante. C'est un lieu où on peut se recueillir, on peut méditer. Je crois que c'est aussi important. Et on y a eu tous nos événements, les baptêmes, les communions, les mariages, et les obsèques aussi. Oui. Bon. Le plafond de la nef est une œuvre contemporaine remarquable, réalisée dans les années 1950. Il représente une mer déchaînée, symbolisant les tourments de la terre et de l'enfer. Au centre, des pêcheurs sont attirés vers le paradis, capturés dans un filet lumineux. Cette fresque, inspirée des tourments marins, est une métaphore poignante de la lutte entre le bien et le mal. Sur le mur intérieur gauche, dans l'absidiole nord, des peintures murales du XVe siècle décorent l'espace. Ces fresques représentent des personnages agenouillés ou debout, tenant des objets, peut-être des chandelles, sur un fond semé d'étoiles et de fleurs d'œillets ou de lys. Ces œuvres témoignent de la dévotion populaire de l'époque et de l'importance de l'Église comme lieu d'enseignement visuel. Les vitraux contemporains de l'église Saint-Éloi sont l'œuvre de Raymond Mirande, maître émailleur et vitrailliste bordelais.
Ces vitraux, réalisés dans les années 1950, apportent une touche de lumière moderne à l'édifice. Ils utilisent des couleurs vives et des formes géométriques simples pour représenter des scènes chrétiennes traditionnelles et des symboles liés au bassin d'Arcachon. Les vestiges gallo-romains et l'église Saint-Éloi relèvent d'un régime juridique de protection renforcé en tant que patrimoine historique. Les vestiges appartiennent à la commune et sont classés monuments historiques par arrêté du 27 janvier 1933. Ce classement permet une protection forte, mais implique également des contraintes majeures. En effet, toute modification, intervention ou projet sur le site doit obtenir l'agrément des autorités compétentes. La commune doit assurer la conservation, la sécurité et la mise en valeur du site, et par ailleurs, toute fouille ou recherche nécessite une autorisation préfectorale. L'église Saint-Éloi est protégée légalement du fait de son intérêt local, bien que non classée au titre des monuments historiques. Elle est propriété de la commune, affectée au culte catholique par le régime de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. La mairie assure son entretien et sa conservation dans le respect de la réglementation, surtout du droit public local, mais avec un contrôle qui est moins rigoureux que celui réservé aux édifices qui sont classés monuments historiques. La commune est donc responsable des dépenses d'entretien, de restauration et de mise aux normes de l'église, sous contrôle scientifique et technique de l'État par l'intermédiaire de la DRAC. Les affectataires, en l'occurrence la paroisse catholique, ont un droit d'usage exclusif pour le culte, mais pas de maîtrise sur les travaux. C'était des petites boutiques un petit peu déglinguées, il faut bien le dire, mais moi je trouve que c'était plus sympathique, plus authentique. Là c'est beau ce qu'ils ont fait, ce qui manque c'est le Miami. C'était le casino où il y passait des vedettes, mais vraiment, nous, il y a 2 ans, à Mémoire d'Andernos, on a fait une exposition sur le Miami en retraçant son histoire, tous les artistes qui y étaient passés, parce qu'ils passaient Andernos avant de passer à Arcachon, et oui. Oh, il y a eu Johnny, il y a eu Aznavour, il y a eu Beko, il y a eu toutes les vedettes de l'époque, hein. C'était vraiment une attraction. Et quand on a fait l'exposition, il y avait des gens qui pleuraient. Une dame, elle m'a dit, moi c'est là que j'ai connu mon mari, vous vous rendez compte? Et ça pleurait. C'est vrai que c'est dommage. Ça, franchement, c'est dommage parce que bon, l'immeuble qu'il y a, bon, il n'est pas vilain. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça du tout. Non loin du port, la jetée d'Andernos s'avance comme un chemin vers l'horizon. Avec ses 232 mètres, c'est la plus longue du bassin. Elle fut construite en 1926 grâce à la volonté d'un homme, Louis Théodore David, maire d'Andernos entre 1908 et 1929. David voyait grand. Il voulait transformer Andernos en station balnéaire moderne et attirante. Grâce à l'arrivée du chemin de fer en 1905, la ville s'ouvrait aux Bordelais et aux Parisiens. La jetée était un symbole. Marcher dessus, c'était s'aventurer sur la mer et respirer l'horizon. Concernant le patrimoine naturel, la commune est incluse dans le périmètre de la zone Natura 2000, appelée Bassin d'Arcachon et Cap Ferret, qui joue un rôle fondamental dans la protection juridique du patrimoine naturel local, notamment concernant les habitats, la faune et la flore. L'objectif est bien sûr de préserver les habitats naturels, certaines espèces végétales et animales, notamment en limitant les impacts des activités humaines. Toute intervention dans ces zones fait l'objet d'une évaluation environnementale stricte, sachant que la zone couvre environ 23 000 hectares. D'autres organismes interviennent, notamment le Conservatoire du littoral, pour préserver le bassin d'Arcachon et contribuent à lui conférer son caractère sauvage. Andernos-les-Bains est bien plus qu'une station balnéaire. C'est un lieu où se croisent les siècles et les destins. Des pêcheurs gaulois aux ostréiculteurs d'aujourd'hui, des artistes du 19e siècle aux promeneurs d'été,
Chacun a laissé sa trace. Se perdre dans ces rues, longer sa jetée, flâner autour du port, c'est écouter une histoire qui ne cesse de s'écrire. Là où le silence épouse l'eau, naît le souvenir.